Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Je vais commencer par une anecdote. J'étais en plein tournage d'un documentaire sur... Quoi déjà ? Ah oui, la boulangerie artisanale à Marseille. Et, à la fin de l'interview, je devais remercier la patronne. Mais, dans mon mail, au lieu de dire « c'est vraiment généreux de votre part », j'ai écrit « c'est vraiment généreux » avec le S, parce que j'étais épuisée. Elle m'a répondu gentiment « Oh, j'espère que vous allez mieux. On dirait que c'était la lettre d'un extraterrestre. » J'adore ça. Franchement, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, ça montre tout de suite à quel point bien parler français ou écrire, surtout quand il y a du contexte pro, c'est crucial quoi. Que ce soit au boulot, à l'école ou juste avec les potes, parfois une petite erreur, ça peut complètement transformer ou brouiller le message. J'ai l'impression qu'on ne s'en rend compte que quand on fait la bourde, non ? Exactement. Alors aujourd'hui, Emmanuel et moi, on va dérouler la fameuse liste des 10 erreurs fatales à éviter en français. Mais sans prise de tête, on va rigoler un peu, j'espère, et surtout partager quelques solutions concrètes. Prêt, Emmanuel ? Toujours. Je parie qu'on va aussi se reconnaître dans quelques-unes de ces erreurs. Franchement, il m'en arrive encore, des boulettes. Bon, on attaque ? Alors, celle-là, c'est ou c'est ? Je crois que la moitié de nos mails pro devraient servir d'exemple. Emmanuel, tu sais, j'ai relu un message où un collègue voulait écrire « c'est bientôt terminé » et il a mis « c'est bientôt terminé ». Résultat, personne ne savait ce qui était terminé ou qui avait fait quoi. Ah ouais, je vois trop le malentendu. Bon, il y a une règle super simple. C'est la contraction de ce et est, comme ceci est. Alors que c'est pronominal, genre il s'est trompé. Les deux existent, mais ça n'a rien à voir. On devrait passer plus de temps là-dessus à l'école, tu trouves pas ? Ah, je suis d'accord. Et tu sais quoi ? Même à la fac, j'ai vu des enseignants mélanger. C'est bête parce que ça change tout. Une simple lettre et paf, plus personne comprend le mail ou le SMS. Là, Emmanuel, ça me fait penser à ma collection d'enregistrements. J'ai plein d'élèves qui lancent des « on va checker ça » ou pire, « délivrer le projet ». C'est contagieux. Mais ouais, tu sais, au tout début de ma carrière, dans ma première émission, j'ai utilisé supporter pour dire être fan de, alors que ça veut surtout dire tolérer. J'ai eu droit à un silence radio gênant. Le boss, il m'a fait relire tout le dictionnaire anglais-français. Mais c'est vrai, parfois on oublie la richesse de notre vocabulaire. À la place de checker, on pourrait juste dire vérifier ou contrôler. Et pour deliverer, bon, livrer c'est tout simple et beaucoup plus élégant. On garde les anglicismes, mais avec parcimonie. C'est un peu comme le sel dans une soupe. À trop en mettre, le plat est ruiné. Celle-là, elle piège même les politiques. Tu te souviens de ce ministre qui avait écrit « Les mesures que nous avons prises avec 2 S ». J'ai plus l'exemple exact en tête, mais c'était bien visible. Oh oui, je m'en souviens. Moi, mon prof de français utilisait des fromages pour illustrer les accords. Il disait « le brie, mangé avec modération ». Et il ajoutait ou retirait un S en fonction du qui avait mangé. Expliquer l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être ou avoir, ça reste la base. C'est vrai, par exemple, les tartines que j'ai mangées. Faut accorder si le complément d'objet direct est avant. Mais j'ai mangé des tartines, pas d'accord. Bon, je simplifie, mais vous voyez l'idée. Dès qu'on visualise ça comme un plateau de fromage, je peux vous dire que ça reste. Alors écoutez ceci. Oui, je suis libre demain. Tu veux qu'on se retrouve ? Ou tu préfères qu'on reporte à la semaine prochaine ? Aïe, sans ponctuation, impossible à suivre. Si je remets les virgules, oui, je suis libre demain. Tu veux qu'on se retrouve ou tu préfères qu'on reporte à la semaine prochaine ? Ça change tout, non ? Complètement. La virgule, c'est la respiration du texte. Sans elle, on suffoque. Un peu comme moi quand mon micro bug en plein enregistrement. Mais surtout, dans un mail pro, une virgule mal placée peut te faire passer pour, disons, un robot stressé. Et l'intonation d'ailleurs. À l'oral aussi. La pause, c'est ce qui permet de comprendre où commence et finit une idée. Franchement, faudrait pas sous-estimer la ponctuation. Ça clarifie tout. Ah, les faux amis, grand classique. Par exemple, library en anglais, c'est bibliothèque, alors que la librairie chez nous, c'est la boutique de livres. Oh là là, je me souviens encore au Texas, à 9 ans. J'annonce fièrement à ma grand-mère. Je vais à la librairie pour acheter des BD. Elle m'a regardé avec de grands yeux, genre « Quoi ?» C'est vrai que ça crée des moments spéciaux. Mais du coup, Emmanuel, tu crois qu'il y a une astuce pour moi tomber dans le piège des faux amis ? En fait,
Je crois que c'est surtout l'entraînement. Lire, noter, demander. Plus on les croise, plus on évite les confusions, non? On va jouer un peu j'ai pas vu personne. Je n'ai vu personne. Tu entends la différence? L'un ne veut rien dire, l'autre est juste. Oui, et c'est fou comme les gens oublient le « ne » à l'oral. J'ai rien compris. On allège la langue, des fois trop. Mais la négation, elle joue sur le sens profond. Sinon, on tombe vite dans le non-sens, hein? C'est vrai, il faut garder le ne, surtout à l'écrit. Sinon, c'est comme cuisiner sans sel. Rire. En fait. Pardon, c'est le mot que j'utilise trop, tu vois. Ou du coup, on a tous notre tic de langage. Exact. Quand j'écoutais mes propres émissions, au début, j'en avais marre de m'entendre répéter donc, du coup, à chaque phrase. Mais pour élargir son vocabulaire, faut y réfléchir et se forcer à varier. Remplacer en fait par effectivement ou en réalité. C'est une habitude à prendre. J'ai appris à m'autocorriger, d'abord en réécoutant mes rushs radio. Ça pique un peu, mais ça marche, c'est radical. Oh, et des phrases tordues, genre « l'ordinateur j'ai rangé dans la chambre » au lieu de « j'ai rangé l'ordinateur dans la chambre ». J'adore imiter les enfants qui font ça. Prends une voix de petit gars. Le gâteau, maman mangeait « ah ». C'est mignon, mais à l'écrit ça peut tout rendre confus. Si on inverse, ça devient absurde, voire poétique parfois. Mais pour le boulot, mieux vaut garder la structure sujet, verbe, complément. Hein. Ou alors on réinvente la poésie moderne. Mais bon, en pro, c'est mieux de rester clair. Là, alors. L'heure ou l'heure. Lui ou l'heure. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Emmanuel, tu as eu une galère avec ça déjà? Ah mais oui, une lettre de motivation pour un stage, j'ai inversé tous les leurs. J'étais jeune et, eh bien, tu t'en doutes, je n'ai pas été pris. Le pronom place, surtout à l'écrit, ça peut vraiment tout changer dans l'intention. Ça relativise, hein. Une toute petite erreur et l'employeur comprend autre chose. C'est comme mettre la mayonnaise avant la moutarde dans un sandwich. C'est pas faux, mais c'est pas pareil. Alors, le cauchemar du subjonctif. Combien de fois on entend « il faut que tu vas » au lieu de « il faut que tu ailles ». C'est costaud même pour nous, natifs. J'ai même parfois des doutes avec des verbes tordus. C'est le trauma collectif, je crois. Mais en fait, il existe des outils super pratiques avec des podcasts et des applis pour s'entraîner. Moi, j'aime bien les bouquins type Becherel, mais je suis un peu vieille école. Pareil, j'ai une appli qui me rappelle de revoir que je vois et pas que je vois. Bon, sur ce coup, la pratique est reine. On parle beaucoup des mots, mais la voix, la prononciation, c'est la porte d'entrée de la clarté. L'intonation peut tout changer, non? Tout à fait. D'ailleurs, un bon exercice, c'est la lecture à voix haute. Parfois, je lis des articles de journal avec un accent différent, juste pour m'amuser et m'entraîner à articuler. C'est comme s'échauffer avant un marathon. Exact. Et s'enregistrer. Écouter sa voix, c'est dur, mais ça permet de repérer où on manque de clarté ou quand on avale des syllabes. Peu à peu, on s'améliore. Variez le rythme, jouez sur la hauteur de la voix, ajoutez un peu de peps et votre message passe bien mieux. Justement, pratiquer la lecture à voix haute, c'est le geste simple et efficace. Choisir des phrases difficiles, répéter et se forcer à prononcer chaque syllabe. Ça muscle notre diction, vraiment. Et puis, en s'enregistrant, on entend nos tics, nos répétitions. On peut s'auto-corriger, quitte à rigoler sur les erreurs. Faut pas avoir peur du ridicule. C'est ça aussi s'améliorer. Changer le ton, ralentir ou accélérer, ça permet de mieux transmettre les émotions et d'avoir un discours qui accroche l'auditoire. Pour progresser au quotidien, je recommande la lecture régulière. Articles, romans, même des modes d'emploi. Ça nourrit le vocabulaire et surtout, ça apprend le contexte des mots. Et s'essayer à reformuler. Prendre une phrase, la dire différemment, à voix haute. On devient plus à l'aise, on trouve son style et on se corrige sur les erreurs. Un peu comme cuisiner avec les restes, c'est là que la créativité naît. Participer à des ateliers d'écriture ou de prise de parole, même en ligne, permet de recevoir des retours utiles et progresser vite. L'entraînement fait la différence. Alors, franchement, la pratique, tous les jours. Lire à haute voix, varier les phrases, ça forge l'agilité de la langue et la compréhension rapide des difficultés. S'enregistrer souvent, c'est super utile. Au début, c'est bizarre d'écouter sa propre voix, mais on s'habitue et on voit vite les progrès. Le ton, le rythme, l'intonation, tout s'affine à force d'exercice. Une autre astuce, c'est de s'essayer à la lecture expressive. Prenez des textes différents et jouez avec votre voix. Ça aide à marquer les émotions et à clarifier le sens. J'aime bien enregistrer mes présentations, puis les écouter avec un œil critique. Je relève la prononciation,
le rythme, la clarté, on repère toujours des choses à améliorer. Et les groupes de discussion ou ateliers théâtre, c'est excellent pour tester sa spontanéité et gagner en aisance orale. Un jour, on m'a conseillé de remplacer chaque jour un mot courant par un synonyme. C'est super efficace pour enrichir son vocabulaire et casser la monotonie. Et apprenez une nouvelle expression idiomatique chaque semaine. Essayez de la caser dans une conversation. On devient rapidement plus à l'aise et on donne du relief à son français. Des ateliers d'écriture ou des discussions permettent aussi de tester ces nouveaux mots. Il faut juste être un peu joueur finalement. On revient à la base, mais la lecture quotidienne d'articles, de livres ou de podcasts en français, ça fait une vraie différence. Pour le vocabulaire, comme la compréhension du contexte. Exactement. Et reformuler à haute voix, encore et toujours, ça muscle la pensée comme le discours. À force, on gagne en précision et en subtilité. Recevoir des retours lors d'ateliers ou de discussions, c'est précieux pour progresser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Une routine de lecture expressive avec différents textes, c'est top pour varier l'expression et travailler les émotions dans la voix. Enregistrer et réécouter ces interventions, on croit que c'est contraignant, mais honnêtement, c'est le meilleur moyen de voir où progresser, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Et se joindre à des groupes de discussion pour tester différentes modulations vocales. C'est comme une petite gym quotidienne du français. Prendre la parole en public, même devant un petit groupe d'amis, c'est un bon début pour gagner en assurance. Au bout d'un moment, le trac disparaît. S'enregistrer lors de discussions ou de présentations permet d'avoir un retour sur le rythme, la clarté, la prononciation. Faut oser se confronter à ses erreurs pour avancer. Je recommande aussi les ateliers d'impro, ou même de théâtre, pour travailler la spontanéité et la diction tout en s'amusant. Lire à voix haute, c'est vraiment la base. Choisir des textes difficiles, travailler la diction, l'intonation, ça prépare à toutes les situations orales. Et réécoutez vos exercices. Identifiez les points faibles, puis les corriger progressivement. C'est très gratifiant sur le long terme. En variant le ton, l'intensité ou le rythme, on donne vraiment vie à son message. C'est ça qui fait la différence. J'adore proposer des jeux de rôle. Faire semblant d'être à une réunion importante ou devant un public. Ça développe la rapidité et la spontanéité en français. Les ateliers d'expression ou même intervenir lors de débats, c'est idéal pour gagner de l'assurance et s'entraîner à penser vite en français. Et la gestion du stress, tu sais, quelques exercices de respiration, ça aide vraiment à garder la voix posée, même quand on a le trac. Rien de tel qu'une routine. Lire chaque jour, écouter, reformuler à voix haute, participer à des groupes. C'est tout ça qui fait progresser vite et bien. Oui, et pas d'autocensure. Il faut accueillir les erreurs, demander des retours et s'éclater en apprenant. Le français, c'est vivant, c'est fluide, donc amusez-vous. Pour aller plus loin, analysez des textes littéraires, repérez comment les phrases sont construites, reproduisez ces structures, essayez d'autres styles et vraiment, relisez-vous sans relâche. Les ateliers d'écriture ou critique littéraire donnent un retour précieux sur la syntaxe, sur le rythme. Un mot ou une virgule dans le bon ordre, ça donne du relief à l'expression, croyez-moi. Bon, avant de conclure, on revient toujours sur cette idée. Lire à haute voix, s'enregistrer, corriger et surtout faire varier le ton, le rythme, la manière d'habiter le texte. Exactement. Même si ça paraît répétitif, c'est la clé de la fluidité et de la confiance. La régularité, c'est comme entretenir son vieux poste radio d'ailleurs. On affine, on règle encore, toujours. Eh ben, voilà déjà la fin. On espère que vous allez tous éviter ou au moins repérer ces 10 erreurs fatales. Travaillez votre français avec plaisir. Osez vous tromper. C'est là qu'on progresse. Merci Emmanuel. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, amusez-vous avec la langue française, osez, testez et à très vite sur French Podcast. Merci Charline. C'était un plaisir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast Bienvenue à français. toutes et à tous. Alors, le français. On dit souvent que c'est une langue magnifique, mais avouons-le, elle a aussi sa réputation. Un peu capricieuse, Ah oui, pleine de règles, parfois un peu tordues, et puis toutes les exceptions. On ne sait plus très bien ce qu'elles confirment à la fin. C'est ça. Aujourd'hui, justement, on se lance dans une petite exploration. On va essayer de démêler quelques-unes de ces fameuses subtilités. On s'est basé sur pas mal de sources, des guides, des articles et même des retours d'apprenants.
Oui, l'idée, c'est pas de refaire tout un cours de grammaire, loin de là. C'est plutôt d'essayer de comprendre ensemble pourquoi certaines choses nous paraissent compliquées. On va jeter un œil à la grammaire, à l'orthographe, au style aussi, Mhm. et voir un peu comment le français écrit, qui est parfois ancré dans une longue histoire, comment il dialogue ou comment il se chamaille, on pourrait dire, avec la langue qu'on parle tous les jours. Oui, ce décalage entre l'écrit et l'oral. Exactement. Et pourtant, il y a des logiques cachées, parfois même assez surprenantes, tu vois. D'accord. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de dénicher ces petits moments aha, ces éclaircissements dans tout ça. On va commencer simple, enfin par les bases qui coincent souvent, le genre des noms, les accords, le grand classique. Tout à fait. Ensuite, on verra les mots qui se ressemblent, qui nous embrouillent, puis les petites manies de l'orthographe, du style, et on terminera par un petit tour du côté des temps et des prépositions. Parfait programme. Allons-y. Alors c'est parti pour cette exploration. Alors, le genre des noms, masculin, féminin, c'est vraiment la base pour beaucoup d'accords en français, donc c'est fondamental. Bon, il n'y a pas de formule magique, faut le dire, Non, ce serait trop beau. mais les terminaisons, ça peut donner des indices. Par exemple, les mots qui finissent en isme, asthme, ment, âge, ils sont souvent masculins. Tu vois, Ok, le réalisme, un spasme, le jugement, le garage. ok. Et à l'inverse, j'imagine qu'il y a des terminaisons plutôt féminines. Oui, par exemple, t, ion, heure, ça tend vers le féminin, la liberté, une montée, la discussion, une couleur. Mais attention, Ah, le samomet. voilà, nos sources nous rappellent qu'il y a plein de pièges. Qui devinerait comme ça spontanément qu'un après-midi, c'est masculin? Ou un pétale? Un antidote. C'est vrai qu'une après-midi, ça sonne presque plus naturel pour moi. Et pourtant, alors que à l'inverse, une orbite, une épithète ou même une oasis, c'est féminin. Donc parfois, il n'y a pas le choix, il faut juste apprendre par cœur. Le charme des langues, quoi. Allez, passons à un autre gros morceau, un monument comme tu disais. L'accord du participe passé, ah là là. Celui-là, le casse-tête classique. On commence doucement, avec l'auxiliaire être. Là, normalement, ça va. Le participe passé s'accorde comme un adjectif avec le sujet. Elle est partie, les clés sont retrouvées. C'est ça, simple, efficace. C'est avec avoir que ça se corse un peu. La règle de base, c'est on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct, le COD. Le fameux COD. Attends, juste pour être sûr, le COD, c'est bien ce qui répond à la question quoi ou qui, juste après le verbe, sans préposition. Exactement, c'est ça, parfaitement défini. Si je dis « j'ai lu un livre », j'ai lu quoi? Un livre. Un livre, c'est le COD. D'accord. Donc, la règle avec avoir, c'est on accorde si et seulement si ce COD est placé avant le verbe. Ah, c'est ça le truc. Oui. Dans j'ai lu un livre, le COD un livre est après le verbe élu. Donc, pas d'accord, lu. Mais si je dis le livre que j'ai lu, là le COD livre, qui est repris par que, il est placé avant élu. Et là, on accorde. Et là, on accorde lu et lu. Bon, ici, c'est masculin singulier, ça ne change rien à l'oral. Mais si c'était la lettre que j'ai écrite, Là, on entendrait le E à la fin, écrite. voilà, E-C-R-I-T-E. C'est ce placement du COD qui est vraiment la clé. D'accord, c'est clair. Mais ça se complique encore un peu avec les verbes pronominaux, non? Ceux avec se, me, te, etc. Un petit peu oui, mais la logique de fond reste assez proche. Il faut regarder ce que représente le petit pronom réfléchi, se, me, etc. S'il est COD et qu'il est placé avant le verbe, ce qui est toujours le cas pour ces pronoms, alors on accorde. Ok, un exemple. Par exemple, elle s'est lavée. On se pose la question, elle a lavé qui? Elle a lavé ce, c'est-à-dire elle-même. Donc, ce est bien COD, il est avant le verbe, on accorde. Laver, L-A-V-E. D'accord. Mais attention, si le verbe a un autre COD qui vient après lui, alors le pronom se n'est plus COD. Exemple, elle s'est lavé les mains. Elle a lavé quoi? Les mains. Voilà, les mains, c'est le COD et il est placé après le verbe. Dans ce cas, le se ou ce signifie à elle-même. C'est donc un complément d'objet indirect, un COI. Ah oui, laver les mains à quelqu'un. Exactement. Donc, comme ce et COI, on n'accorde pas le participe passé avec lui. Le participe reste invariable, laver, L-A-V-E.
Piou, c'est subtil quand même. Faut vraiment analyser la phrase à chaque fois. Mais il n'y a pas des cas plus simples. J'ai eu quelque chose sur les verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale. Si, tout à fait. Ce sont les verbes qu'on appelle essentiellement pronominaux. Ceux qui n'existent que comme ça, avec ceux, comme s'évanouir, se méfier, s'enfuir, se souvenir. Ah oui, on ne dit pas évanouir quelqu'un ou méfier quelque chose. Non, ça n'existe pas. Et pour ces verbes-là, la règle est beaucoup plus simple. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. C'est comme avec être, en fait. Ah super. Donc on dira « elle s'est évanouie »,« nous sommes méfiés », si nous représente des femmes, « ils se sont enfuis ». Là, au moins, pas de question à se poser sur le COD ou le COI. Ouf! Ouf, en effet. Ça simplifie un peu. Et pour finir avec les accords, il y a des cas particuliers, j'ai vu ça dans les sources, avec les noms collectifs, genre la majorité de, une foule de... Oui, alors là, c'est intéressant. Avec des expressions comme la majorité de, la moitié de, un grand nombre de, suivi d'un nom au pluriel, l'accord du verbe peut se faire soit au singulier, soit au pluriel. Ah bon? Les deux sont corrects? Oui, ça dépend de ce sur quoi on veut insister. Si on pense à l'ensemble, au groupe, comme une unité, on met le verbe au singulier. La majorité du groupe a voté contre. On voit le groupe comme un bloc. D'accord. Mais si on pense plutôt aux individus qui composent ce groupe, on peut mettre le verbe au pluriel. La majorité des étudiants sont arrivés en retard. Là, on visualise chaque étudiant arrivant. C'est une question de point de vue, d'emphase. C'est assez souple finalement. Oui. Par contre, pour des mots comme beaucoup, plusieurs, la plupart, là, c'est généralement le pluriel qui l'emporte. Beaucoup sont venus, la plupart pensent que... Compris. Et un dernier point sur les accords. Les adjectifs de couleur. J'ai lu qu'ils étaient parfois invariables. Comment ça marche? Alors oui, c'est assez logique en fait. Un adjectif de couleur simple, comme bleu, vert, rouge, il s'accorde normalement. Des chaises vertes, une voiture rouge. Ok, ça c'est normal. Mais si la couleur est désignée par un nom de fruits, de fleurs, de pierres précieuses, etc., alors l'adjectif de couleur reste invariable. Il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre. Ah, comme. Comme orange, le fruit, marron, le fruit, cerise, turquoise, la pierre, olive. Du coup, on écrit des chaussures orange, des yeux marrons, des rubans cerises. Sans S. D'accord, parce que c'est comme si on disait des chaussures de la couleur de l'orange. C'est exactement l'idée. Et c'est la même chose si l'adjectif de couleur est composé, formé de deux mots. Bleu clair, vert foncé, jaune paille. Là aussi, ça reste invariable. Des robes bleu clair, des volets vert foncé. Et sans trait d'union entre les deux mots. Exactement. Pas de trait d'union pour ces adjectifs de couleur composés. Juste les deux mots invariables. Bon, eh bien, on voit que rien que sur le genre et l'accord, il y a déjà de quoi faire, hein. C'est dense. C'est vrai, ça demande de l'attention. Mais une fois qu'on a compris la logique, ça va mieux. Passons à un autre type de piège alors. Les mots qui se ressemblent, ou qui se prononcent pareil, mais qui veulent dire des choses différentes. Les homonymes, les paronymes, tout ça. Ah oui, un grand classique des erreurs, et les sources en donnent plein d'exemples. C'est un vrai terrain glissant. Par exemple, fonds, F-O-N-D-S, et fonds, F-O-N-D. Ah oui, fonds avec un S, c'est pour l'argent, le capital, c'est ça, un fonds de commerce. C'est ça. Et fond sans S, c'est le bas, la partie la plus profonde. Le fond de la piscine, aller au fond des choses. D'accord. Il y a aussi partie et partie. Oui. Une partie, P-A-R-T-I-E, c'est une portion, un morceau, une partie du gâteau. Ou aussi un jeu, une partie de cartes. Et un parti, P-A-R-T-I, c'est un choix, une décision, prendre parti pour quelqu'un, ou un groupe politique, un parti politique. Et le grand classique, peut-être en deux mots, contre peut-être avec un trait d'union. Ah, celui-là, on le voit partout. Peut-être en deux mots, c'est le verbe pouvoir suivi du verbe être. Il peut être en retard. On peut le remplacer par pouvait être. D'accord. Exprime le doute, l'incertitude. Il viendra peut-être demain. On peut le remplacer par probablement. Faut juste se poser la question, est-ce que je peux remplacer par pouvait être? Si oui, deux mots, sinon, trait d'union. C'est une bonne astuce. Et puis, il y a le trio infernal, voix, VOIE, voix, VOX et voir, VOIRE. Oula. Alors, voie, VOIE, c'est le chemin, la route. La voie lactée, la voie rapide. C'est ça.
Voix, VOX, c'est le son qu'on produit en parlant ou chantant. Avoir une belle voix, parler à voix basse. Et voir, VOIRE. Celui-là, il est moins courant, peut-être? Un peu moins, oui. C'est un adverbe qui signifie « et même ». Il sert à renforcer ce qu'on vient de dire. Il est intelligent, voire génial. Il a lu 2, voire 3 livres cette semaine. D'accord, je vois. Il y en a d'autres qui sont souvent confondus, je crois, autour de l'idée d'apporter ou d'emmener. Ah oui, le quatuor amener, emmener, apporter, emporter. Ça, c'est une source fréquente d'erreurs bien pointée dans nos lectures. L'astuce générale, c'est que mener, amener, emmener s'utilise plutôt pour des êtres animés, des personnes ou des animaux, qu'on peut guider. Ok, mener, animer. Et porter, apporter, emporter s'utilise plutôt pour des choses, des objets inanimés qu'on peut porter. Logique. Porter, objet. Ensuite, la différence entre a et en, amener et apporter, mettent l'accent sur le point d'arrivée, la destination. J'amène ma fille à l'école, destination, l'école. J'apporte le dessert chez des amis, destination, chez les amis. D'accord. Et emmener, emporter. Ils mettent l'accent sur le point de départ, l'idée de quitter un lieu avec quelqu'un ou quelque chose. J'emmène mon fils voir un match. On part d'ici. J'emporte toujours un livre quand je prends le train. Je pars de chez moi avec le livre. C'est une distinction utile à garder en tête, effectivement. Et un dernier couplet pour la route. Évoquer et invoquer. Ils se ressemblent beaucoup à l'oreille. Oui, ce sont des paronymes, prononciation proche mais sens bien différent. Évoquer, c'est faire penser à quelque chose, rappeler un souvenir, une idée. Cette chanson évoque notre jeunesse. Nous avons évoqué plusieurs solutions. Alors qu'invoquer, c'est faire appel à une autorité supérieure, à une aide ou même à une excuse, un prétexte. Invoquer les esprits, invoquer l'article 5 de la loi, il a invoqué un empêchement pour ne pas venir. C'est très différent, en effet. Ok, je crois qu'on a vu pas mal de ces paires piégeuses. Il y a aussi des distinctions rapides, mais importantes, comme bon et bien ou vite et rapide. Oui, très juste. Bon, c'est l'adjectif, il qualifie un nom. Un bon repas, une bonne idée. Bien, c'est le plus souvent l'adverbe, il modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Et travaille bien, c'est bien fait. Et la confusion vite rapide. Classique. Rapide, c'est l'adjectif, il qualifie un nom. Une voiture rapide, une décision rapide. Vite, c'est l'adverbe, il modifie un verbe. Il conduit vite, il faut agir vite. L'erreur fréquente, c'est de dire « il conduit rapide » ou « il parle rapide ». Non, c'est vite. Fort tenir. Adjectif avec un nom, adverbe avec un verbe. En gros, c'est ça. Et n'oublions pas, nombre et numéro aussi. Nombre, c'est la quantité, le nombre d'invités. Numéro, c'est un code, un identifiant. Ton numéro de téléphone, le numéro de la maison. Ce sont ces petites précisions qui font toute la différence, en fait. Absolument. Et pour clore ce chapitre des confusions, il y a cette histoire des mots qui finissent en « en » ou en « un ». Parfois c'est un adjectif, parfois c'est un participe présent. Comment on fait la différence? Ah oui, j'ai vu ça. Influent, influent, fatigant, fatigant. C'est ça. La clé, c'est la fonction et l'orthographe. L'adjectif verbal, qui exprime une qualité, une caractéristique de quelqu'un ou quelque chose, se termine souvent par « en » ou « ante » au féminin. Il s'accorde comme un adjectif normal. Un discours convaincant, une personne influente, des arguments excellents. Ok. L'adjectif en s'accorde. Oui, et le participe présent, lui, il exprime une action qui est en train de se faire. Il se termine toujours par « en » et il est invariable. On peut souvent le remplacer par « qui » plus verbe. Par exemple. Les personnes influentes sur cette décision sont peu nombreuses. Égale qui influe. C'est en excellant dans son domaine qu'il a réussi, égale en étant excellent, action d'exceller. Travaillant jour et nuit, il était épuisé, égale qui travaillait. Donc, l'adjectif en décrit une qualité, s'accorde. Le participe présent en décrit une action, est invariable. C'est exactement ça. Et attention, parfois, un nom est dérivé du participe présent, comme un fabricant. Là, c'est un nom, il prend un S au pluriel, à ne pas confondre avec le participe présent fabricant. Par exemple, travaillant et fabriquant lui-même ses outils. C'est vraiment plein de subtilités, hein. On comprend pourquoi ces mots sont de vrais pièges. Tout à fait. Maintenant, si on regarde l'orthographe elle-même,
Parfois, on a l'impression qu'elle est compliquée juste pour être compliquée, quoi. Est-ce qu'il y a une raison historique à ça? Ah oui, tout à fait. Une des sources qu'on a consultées, le blog Oh là là French Course, explique bien le rôle de l'Académie française qui a été fondée au XVIIe siècle. L'Académie, oui. Eh bien, dans un souci disons, de noblesse, et souvent pour marquer l'origine des mots, l'étymologie latine ou grecque, l'Académie a parfois choisi ou imposé des graphies qui ne correspondaient pas ou plus à la façon dont on prononçait les mots. Ah, intéressant. T'as des exemples concrets? L'exemple hyper classique, c'est le mot poids, P-O-I-D-S. Ce mot vient du latin pondus, qui veut dire poids, masse. Avant l'Académie, on l'écrivait souvent P-O-I-S, ce qui correspondait à la prononciation. Logique. Mais pour rappeler l'origine latine, pondus, l'Académie a décidé de rajouter ce D à la fin. Un D complètement muet, qui ne sert à rien pour la prononciation, mais qui est là, comme une sorte de signature étymologique. Une trace de l'histoire, quoi. Voilà. Un autre exemple, c'est oignon, O-I-G-N-O-N. On prononce tous oignon, mais le I a été ajouté pour faire référence au latin unionem. Encore une fois, l'écrit ne suit pas l'oral. D'accord. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? La conséquence directe, c'est cet écart parfois important entre l'écrit et l'oral en français. L'orthographe, elle porte les cicatrices ou les souvenirs de son histoire, ce qui la rend parfois un peu illogique si on regarde juste la prononciation actuelle. Et ça explique aussi pourquoi elle résiste autant aux tentatives de simplification. Oui, on entend souvent parler de réformes de l'orthographe qui n'aboutissent pas vraiment. Exactement. Parlons un peu des accents et des majuscules. Les accents, on sait que c'est important pour le sens, la prononciation, mais cette histoire de les mettre sur les majuscules, c'est vraiment obligatoire? On voit souvent des textes sans. Alors, la règle officielle, qui est rappelée par plusieurs de nos sources, c'est un grand oui. On doit mettre les accents sur les lettres majuscules. On doit écrire état, E majuscule, accent aigu, être, E majuscule, accent circonflexe, ça va, C majuscule, c'est dit. D'accord. Et pourquoi c'est si important? C'est crucial pour éviter les ambiguïtés qui peuvent parfois être dramatiques. L'exemple qu'on cite tout le temps, c'est la différence entre un titre de journal qui dirait « Un homme tué », T-U-E avec l'accent, et « Un homme tue », T-U-E. Oui. Le sens n'est pas du tout le même. Pas du tout. Dans un cas, il est mort, dans l'autre, il est l'auteur d'un meurtre. Donc oui, les accents sur les majuscules, c'est essentiel. La seule exception vraiment courante, c'est pour les sigles. On écrit ONU, SNCF, TGV, généralement sans accent, même si à l'origine les mots en contenaient. Bon, à savoir. Et pour les majuscules, en général, il y a aussi des règles assez précises, non? Par exemple, pour les points cardinaux ou les noms d'institutions. Oui, tout à fait. Pour les points cardinaux, on met une majuscule s'il désigne une région géographique précise, souvent avec une connotation politique ou culturelle, l'Europe de l'Est, le sud de la France, l'Amérique du Nord. Ok. Mais on ne met pas de majuscule si c'est juste une direction, une orientation. Le vent vient du nord, on va vers le sud. D'accord. Et pour les institutions, ministère ou ministère? On met la majuscule quand on parle de l'institution spécifique unique. Le ministère de l'Éducation nationale, l'Assemblée nationale. Mais on utilise la minuscule si on parle de façon générique. Il travaille dans un ministère. C'est une assemblée générale. C'est une question de désignation spécifique ou générique. C'est ça. Et pour État, on met une majuscule quand ça désigne le pays, l'organisation politique souveraine, l'État français, les relations entre États. Mais minuscule pour dire l'état de quelque chose, l'état de santé, en bon état. C'est précis. Et le trait d'union alors? On le voit partout celui-là. Dans quel cas on doit l'utiliser? Il a plein d'usages. Le plus évident, c'est dans les mots composés. Un arc-en-ciel, un porte-monnaie, un après-midi. Tiens, le revoilà. Oui. On l'utilise aussi pour transformer une locution, une petite phrase, en nom. Un tête-à-tête, un face-à-face, le qu'en dira-t-on. Ah oui. Il apparaît aussi dans certains noms de rues ou de lieux qui contiennent des chiffres ou des dates. La rue du 14 juillet, la place du 8 mai. Et pour nommer des établissements comme des écoles, des lycées, des hôpitaux, quand ils portent le nom d'une personne. Le lycée Victor Hugo, l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Et bien sûr, pour couper les mots en fin de ligne. Oui, la césure, avec ses propres règles, assez complexes d'ailleurs, sur où on a le droit de couper. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Un autre sujet qui touche au style et à l'orthographe, les mots étrangers et l'utilisation de l'italique.
quand est-ce qu'on doit mettre un mot en italique? L'italique, ça sert principalement à signaler qu'un mot ou une expression n'appartient pas, ou pas encore complètement, au lexique courant du français. Ce sont des emprunts récents ou des termes très spécifiques, techniques. Par exemple, on écrira ad hoc en italique. D'accord. Mais des mots d'origine étrangère qui sont maintenant totalement intégrés, comme week-end, pizza, a priori, idem, eux, on ne les met plus en italique. Ils sont considérés comme français. C'est une question d'intégration dans la langue, en fait. Exactement. On utilise aussi l'italique plus classiquement pour les titres d'œuvres, livres, films, pièces de théâtre, tableaux, les noms de navires, d'avions et certaines locutions latines courantes dans les textes académiques, par exemple ibide, obsit. Et pour le pluriel de ces mots étrangers, on met un S français ou on garde le pluriel d'origine? Des scénarios ou des scénarii? C'est une bonne question et souvent les deux sont possibles. Ça dépend du mot et de son degré d'intégration. Pour scénario, l'usage a clairement francisé. On écrit des scénarios avec un S. Pour d'autres, comme maximum, on trouve encore des maxima, pluriel latin, à côté des maximums. L'important, c'est surtout d'être cohérent dans un même texte, choisir une forme et s'y tenir. D'accord, la cohérence avant tout. Maintenant, un sujet sensible, surtout peut-être au Québec, mais pas seulement. Les anglicismes. Et aussi les pléonasmes, ces répétitions inutiles comme « monter en haut ». Oui, les anglicismes, c'est un vaste débat. Ils peuvent prendre plein de formes. Il y a l'anglicisme lexical direct, quand on utilise le mot anglais, un challenge, faire du shopping, checker quelque chose. Mhm. Il y a l'anglicisme sémantique, plus sournois. On utilise un mot français, mais avec le sens qu'il a en anglais. Par exemple, utiliser opportunité à la place d'occasion. Une belle opportunité d'emploi au lieu d'une belle occasion. Ou réaliser au sens de se rendre compte. Ah oui, ça on l'entend beaucoup. Énormément. Il y a aussi l'anglicisme syntaxique, où on calque la structure de la phrase anglaise. Par exemple, être en charge de au lieu de être responsable de, ou faire sens au lieu de avoir du sens. Les sources mentionnent aussi des verbes comme supporter au sens de soutenir une équipe ou performer qui posent souvent question. C'est vrai que c'est envahissant parfois. Et les pléonasmes? Ah, les pléonasmes, ce sont ces expressions où on répète la même idée avec deux mots différents. Le fameux monter en haut, mais aussi descendre en bas, prévoir à l'avance, collaborer ensemble, répéter deux fois, s'avérer vrai. S'avérer vrai, c'est un pléonasme. Oui, parce que s'avérer signifie déjà se révéler vrai. Donc dire s'avérer vrai, c'est redondant. Ce sont des petites lourdeurs de style qu'il vaut mieux éviter pour être plus concis et élégant. C'est noté. Et bien sûr, il y a la question du registre de langue. On ne parle pas de la même façon partout et à tout le monde. Fondamental. Il faut adapter son vocabulaire et son style à la situation de communication. Pour l'écrit formel, le travail, on privilégie le registre standard, soutenu, un emploi, une automobile, appréhender quelque chose. Et dans la vie de tous les jours? Là, on utilise plus volontiers le registre courant, voire familier. Un boulot, une voiture ou une bagnole, piger quelque chose. Le registre populaire ou argotique, un taf, une caisse, gaver quelqu'un, lui est vraiment réservé à des contextes très informels entre proches. Utiliser le mauvais registre peut créer des malentendus ou donner une mauvaise image. C'est clair. Alors, face à toutes ces règles, ces complexités orthographiques, grammaticales, stylistiques, est-ce qu'il y a des mouvements, des tendances vers plus de simplicité en français? Oui, c'est une tension très intéressante qu'on observe. D'un côté, le poids de l'histoire, de la tradition. De l'autre, un besoin de clarté, d'efficacité. Et on voit des initiatives concrètes émerger, notamment en France dans le secteur public. Ah oui, comme quoi? Il y a par exemple le travail de la DICIPL, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui promeut ce qu'on appelle le langage clair. L'objectif, c'est de rendre les textes administratifs, les courriers, les formulaires, plus compréhensibles pour les citoyens. Comment ils s'y prennent? Les principes sont assez simples. Utiliser des phrases courtes, un vocabulaire courant, éviter le jargon technique ou juridique autant que possible, structurer l'information de manière logique, utiliser vous pour s'adresser directement à l'usager et nous pour parler de l'administration. Bref, se mettre à la place de celui qui lit. C'est lié aussi à la simplification des fameux formulaires CERFA. Et ça marche. Comment c'est perçu par ceux qui écrivent ces textes, les agents administratifs?
Alors, une consultation récente, citée dans nos sources, a montré des résultats intéressants. Les agents sont tout à fait conscients que les textes qu'ils produisent sont souvent jugés complexes par les usagers, ça ils le voient bien, D'accord. mais paradoxalement, ils ont tendance à penser que leurs propres écrits, à eux, sont plutôt clairs. Il y a un petit décalage de perception. Classique. Oui, l'obstacle principal qu'ils mentionnent pour simplifier, c'est la complexité intrinsèque des lois et des règlements qu'ils doivent appliquer. Ils se sentent parfois obligés d'utiliser un langage très précis, très juridique. Je comprends. Mais, et c'est encourageant, il y a une très forte demande de leur part pour avoir des formations, des outils, des guides, pour les aider à écrire plus clairement. Ils voient même un potentiel dans l'intelligence artificielle pour les assister. Donc il y a une vraie volonté d'aller vers plus de simplicité, même si le chemin est encore long. C'est fascinant de voir cette dynamique entre la simplification et le poids de la structure, de l'histoire. Bon, pour terminer notre tour d'horizon, jetons un rapide coup d'œil sur les temps et les prépositions. Les temps du passé, par exemple. Comment bien les choisir? C'est souvent un souci pour les apprenants. Oui, rapidement. Le passé composé, j'ai mangé, s'utilise pour une action principale, ponctuelle, terminée dans le passé. C'est le temps de l'événement. L'imparfait, je mangeais, lui sert plutôt pour le décor, les descriptions, les habitudes passées, ou une action qui était en cours en arrière-plan quand une autre action au passé composé est survenue. Ok, passé composé égale action, imparfait égale description ou habitude. En gros, oui. Et le plus que parfait, j'avais mangé, c'est pour marquer l'antériorité. Une action qui s'est produite avant une autre action déjà au passé composé ou imparfait. Quand il est arrivé, j'avais déjà fini. D'accord. Maîtriser ça, ça donne vraiment de la fluidité au récit. Exactement. Et pour les prépositions de temps, il y en a quelques-unes qui posent souvent problème. Depuis, pendant, pour, il y a, dans. Oui, lesquels utiliser quand? Alors, quelques repères qui est donné par les sources. Depuis, ça indique un point de départ dans le passé et l'action continue encore maintenant. Il habite ici depuis 2010. Il pleut depuis ce matin. Ok, ça dure encore. Pendant, ça indique une durée limitée et l'action est terminée. Nous avons discuté pendant 2 heures. Il a vécu à Paris pendant 5 ans, mais il n'y vit plus. Durée finie. Pour, c'est pour une durée prévue dans le futur. Je pars en vacances pour 3 semaines, il est engagé pour 1 an. Durée future. Il y a, ça situe un moment précis dans le passé, en comptant à partir de maintenant. Je l'ai rencontré il y a 10 ans. Point dans le passé. Et dans, ça situe un moment précis dans le futur, aussi à partir de maintenant. Le train part dans 5 minutes, je te rappelle dans 1 heure. C'est clair, comme ça. Et une autre galère fréquente, les prépositions avec les noms de pays. Pourquoi on dit en France, mais au Canada? La géographie grammaticale. La règle générale, c'est on utilise en pour y aller, y être, ou de pour en venir, en parler, avec les noms de pays féminins. La France, l'Italie, l'Espagne, et ceux qui commencent par une voyelle, même s'ils sont masculins, l'Iran, l'Ouganda. Donc, je vais en France, je viens d'Italie, on parle de l'Iran. D'accord. Féminin ou voyelle égale en, de. Et on utilise au pour y aller ou dudes pour en venir, avec les noms de pays masculins qui commencent par une consonne, le Canada, le Japon, le Maroc, et avec les pays au pluriel, les États-Unis, les Pays-Bas. Donc, il travaille au Canada, elle revient du Japon, j'ai des amis aux États-Unis. Masculin consonne ou pluriel égale au, dudes. C'est ça. Et une remarque intéressante dans une des sources, on note que ce sont surtout les noms de pays féminins qui perdent leur article défini après la préposition « de ». De France, pas « de la France », alors que les masculins le gardent. Du Canada égale « de » plus le Canada. Ah oui, c'est vrai. C'est une subtilité de plus. Et dernière question sur les prépositions. Faut-il répéter les petites comme à, de, en, devant chaque mot d'une liste? Genre, je pense à mon travail et mes vacances, ou à mon travail et à mes vacances? Bonne question. La règle générale, c'est oui, il faut les répéter devant chaque complément. Surtout si ce sont des éléments distants. Donc la forme correcte est « je pense à mon travail et à mes vacances ». Il s'intéresse au cinéma et à la littérature. Elle est allergique aux chats et aux chiens. Il faut répéter à chaque fois. C'est la norme. Il y a quelques exceptions. Quand les éléments forment une sorte d'unité de sens, une expression quasi figée, un magasin de chaussures et sacs, ou quand ils désignent une même réalité, le directeur et fondateur de l'entreprise, ou encore dans des cas d'approximation numérique, un délai de 2 ou 3 jours ou d'alternative, fromage ou dessert.
Mais en général, pour la clarté, la répétition est préférable. D'accord, bon à savoir. Eh bien, on a fait un sacré tour d'horizon. Ce voyage au cœur des subtilités du français, ça montre bien que, oui, c'est complexe, mais cette complexité, elle a des racines. Oui, des racines historiques, étymologiques, le rôle joué par des institutions comme l'Académie. Ce n'est pas juste arbitraire. Mais ça montre aussi qu'il y a une logique interne, des règles. Même si elles sont nombreuses et parfois un peu tordues, elles existent. Et une fois qu'on les comprend, ça devient plus maîtrisable, disons. Tout à fait. Et puis, il faut